L'épouse d'un multimillionnaire traite une serveuse d'analphabète. Ce qu'elle fit ensuite réduisit tout le monde au silence. Le doigt de Solange Dubois-Mercier pointait directement son visage, devant toute la table, devant les 4 associés du consortium, leurs épouses parées et le sommelier qui tenait la bouteille sans savoir s'il devait servir ou s'enfuir. « Vous savez lire, ou bien dans votre village reculé, il n'y avait pas d'école », dit Solange. Sans baisser la voix, sans aucune honte, Clémence Dupont tenait le menu à 2 mains, le bout de ses doigts blanchi à force de le serrer. Elle compta jusqu'à 3. Elle inspira. Elle ne dit rien. Avant de poursuivre, chère lectrice, si cette histoire vous serre déjà le cœur, imaginez ce qui va suivre. Le restaurant Le Ciel Étoilé occupait le dernier étage d'un immeuble de verre dans le 8e arrondissement de Paris. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on entrait sans réservation, ni le genre d'endroit où l'on payait moins de 250 € par personne. Les nappes étaient en lin belge, les verres en cristal Riedel à 45 € la pièce, le menu dégustation, 9 plats, accords mets vins inclus, coûtait 380 € par tête. Et ce soir-là, la table du fond, celle qui offrait une vue panoramique sur la ville, avait été réservée 3 semaines à l'avance par Thibaut Dubois-Mercier, directeur général de Dubois-Mercier, associés importateurs de vin, une entreprise évaluée à 2 millions d'euros et présente sur le marché national depuis 31 ans. Clémence travaillait dans ce restaurant depuis 18 mois. Elle était arrivée en octobre avec une petite valise et une enveloppe de lettres de recommandation que personne ne lui avait demandé, mais qu'elle avait tout de même apportée. Madame Denise Fournier, la gérante, l'avait embauchée ce même après-midi, ponctuelle, discrète, avec une mémoire des commandes qui laissait ses collègues bouche bée. Elle n'écrivait jamais rien, ne confondait jamais une commande. Elle arrivait 10 minutes avant son service et restait 10 minutes après, sans que personne ne le lui demande. Ce soir-là, elle était assignée à la table du fond. Thibaut Dubois-Mercier, 42 ans, costume bleu marine, bouton de manchette en argent, arriva le premier avec les associés. Il les salua avec cette aisance des hommes qui n'ont jamais eu à se soucier de rien. Clémence prit les commandes d'apéritifs, recommanda le crément de Bourgogne de la maison pour commencer. Elle sourit avec une mesure exacte. Tout allait bien. Solange arriva 20 minutes plus tard. Elle entra dans le restaurant comme entrent les gens qui ont besoin que tout le monde sache qu'ils sont arrivés. Des talons qui résonnaient sur le sol en marbre, un manteau de cachemire couleur crème qu'elle laissa tomber sur le bras de l'assistant de salle sans le regarder. Un sac Hermès Birkin, en cuir de crocodile, valant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Clémence le sut immédiatement, non pas parce qu'elle connaissait les sacs, mais parce que Solange passa toute la soirée à le mentionner. Elle s'assit, ne salua pas Clémence. Elle regarda le menu comme si elle lui rendait un service. « Je veux la sole », dit-elle. « Sans capre, sans beurre, sans sauce d'aucune sorte, juste le poisson est bien cuit. Ne me parlez pas de cuisson à peine rosée, je sais ce que j'aime. »« Bien sûr, madame. » Une restriction supplémentaire ou une allergie à noter, Solange la regarda comme si elle venait de dire quelque chose d'absurde. « Allergie ? Quel genre de question est-ce là ? » « Protocole du restaurant, madame, pour garantir votre expérience. Mon expérience est garantie si vous ne me faites pas perdre mon temps avec des questions idiotes. » Clémence nota, sourit, s'en alla. Le problème survint au 3e plat. Clémence s'approcha de la table avec les assiettes du service de fromage. Une sélection de 4 variétés européennes. Une planche en bois de noyer, du miel de Provence et des noix de Grenoble caramélisées. En plaçant la planche devant Solange, la dame fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» « La sélection de fromage du 3e plat, madame. Nous avons du brie de Meaux, du comté affiné, du roquefort et un chèvre fermier. Mais je n'ai pas commandé de fromage. » Clémence s'arrêta une seconde, à peine une seconde. « Le menu dégustation inclut ce plat, madame. C'est décrit sur la carte. Ne me lisez pas la carte. Je l'ai lu et je ne me souviens pas avoir commandé de fromage. C'est le menu dégustation en 9 plats, madame. Le 3e est toujours la planche 2. Êtes-vous en train de me dire que je n'ai pas compris ce que j'ai lu ? Silence. Les conversations à table ne s'arrêtèrent pas complètement, mais baissèrent de volume. Le sommelier, à 2 mètres de distance, fit semblant d'examiner une bouteille avec beaucoup d'intérêt. « Non, madame, je ne fais qu'expliquer le menu. »« Comme c'est commode, » dit Solange en se penchant sur sa chaise avec un sourire qui n'en était pas un. « Une serveuse qui explique. Vous savez lire, ou bien dans votre village reculé, il n'y avait pas d'école. C'est là que ça s'est passé, devant 4 associés, devant leurs épouses, devant Thibaut, qui porta la main à son front, et ferma les yeux un instant comme s'il voulait disparaître de l'endroit. Clémence tenait le menu à 2 mains. Le bout de ses doigts blanchit à force de le serrer. Elle compta jusqu'à 3. Elle ne dit rien, mais ses yeux dirent quelque chose, et Solange le vit et n'émerpassa. « Vous pouvez vous retirer », dit Solange du ton de celle qui donne des ordres sans appel. Clémence laissa la planche sur la table, droite,
sans un tremblement dans les doigts. Elle se retourna et retourna vers la cuisine avec le même calme qu'elle avait montré à son arrivée. Ce n'est qu'en cuisine, où personne ne pouvait la voir, qu'elle s'appuya contre le mur d'acier et ferma les yeux. Elle ne pleura pas. C'était ce qui lui coûtait le plus. Même cela, elle ne le pouvait plus. En cuisine, Madame Denise Fournier apparut de la cave avec une caisse de bouteilles et la regarda du coin de l'œil. « Que s'est-il passé ?»« Rien, » dit Clémence. « Clémence, rien, Madame Denise, j'y vais. » Elle se redressa, ajusta son tablier, vérifia que ses cheveux étaient toujours bien attachés et retourna en salle. Solange dégustait le comté avec un couteau en argent. Elle le goûta, le mâcha. Elle ne dit pas qu'il était bon, mais le termina entièrement. Cette nuit-là, quand Clémence récupéra le paiement de la table, 1500 € plus les 10% de services qui étaient répartis entre le personnel, elle trouva sous le verre de Solange un billet de 5 € plié en 4. Elle le mit dans la poche de son tablier, non pas parce qu'elle le voulait, mais pour ne pas oublier. Que croyez-vous que Clémence garde en elle? Quel genre de femme arrive dans un tel endroit et endure tout cela en silence? La réponse va vous surprendre. Clémence Dupont avait été, dans une autre vie, le genre de femme qui soulignait les livres de 2 couleurs différentes. Bleu pour l'important, rouge pour ce qu'elle ne voulait jamais oublier. Cette femme était partie il y a 8 ans et n'était pas partie seule. Le service se termina à 1 du matin. Clémence récupéra sa veste dans son casier, sortit par l'entrée de service et marcha 2 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt du métro Saint-Lazare. L'air de novembre sentait le gaz d'échappement et les crêpes du kiosque du coin. Elle en acheta une, non pas parce qu'elle avait faim, mais parce que monsieur Henri, le vendeur, lui avait prêté son parapluie un mardi pluvieux de mars sans rien demander en retour. Et depuis, Clémence lui en achetait toujours. Elle s'assit sur le banc de l'arrêt, déballa sa crêpe, pensa à Solange Dubois-Mercier et à son doigt accusateur. Elle n'y pensa pas longtemps. Il ne valait pas la peine de dépenser son énergie pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Elle pensa en revanche à une bibliothèque, la bibliothèque de la faculté d'économie de l'université Paris-Dauphine, pour être exact. 4e étage, fenêtre côté droit qui donnait sur le jardin. La table où elle s'asseyait toujours parce qu'elle recevait la lumière naturelle jusqu'à 10 sept et n'avait ainsi pas à forcer sa vue. La thèse qu'elle écrivait sur les politiques de commerce extérieur dans les marchés émergents latino-américains, 142 pages écrites à la main d'abord, puis à la machine, puis à l'ordinateur. 4 ans de travail, un directeur de thèse qui la qualifiait de l'étudiante la plus rigoureuse qu'il ait eue en 20 ans de chaire. C'était elle avant Grégoire. Grégoire Lefebvre, 36 ans à l'époque, associé junior d'un cabinet de conseil financier. Il l'avait rencontrée lors d'une conférence sur les traités commerciaux. Il lui avait dit qu'elle était la personne la plus intelligente qu'il ait rencontrée depuis longtemps. Il lui avait dit qu'elle avait de l'avenir. Il lui avait dit beaucoup de choses. Il lui avait dit de signer le contrat de partenariat de Dubois-Mercier, associé. Oui, la même entreprise que Thibaut Dubois-Mercier, l'homme au costume bleu marine de ce soir-là, avait 12 pages et 3 annexes. Clémence l'avait tout lu 2 fois. C'était solide, c'était juste. Son nom figurait dans la clause 4e en tant qu'associée fondatrice minoritaire avec 10 à 7% de participation correspondant à son apport en capital intellectuel, l'analyse de marché qu'elle seule avait développée pendant 1 an et qui était la base du modèle d'expansion de l'entreprise. Cela valait à ce moment-là 714 000 €. Elle signa. 6 mois plus tard, Grégoire lui présenta un nouveau document, un avenant au contrat original. Un ajustement technique, lui dit-il. Des choses du notaire. Elle le lut aussi, mais elle était malade cette semaine-là. Une grippe qui avait duré 10 jours et lui avait laissé la tête cotonneuse. Et être à cause de cela, elle ne vit pas ce qu'elle aurait dû voir. Son nom ne figurait plus dans la clause 4e. Elle ne le sut que 2 ans plus tard, lorsqu'elle voulut vérifier l'état de ses participations et découvrit qu'elle n'avait officiellement jamais été associée de rien. À ce moment-là, Grégoire était déjà parti avec une autre femme, avec l'analyse, avec les 4 ans de sa vie qu'elle lui avait donnés, croyant qu'elle construisait quelque chose, et avec son nom effacé du seul document qui prouvait qui elle était dans ce monde. Le métro arriva. Clémence jeta l'emballage de sa crêpe à la poubelle, monta dans la rame et s'assit près de la fenêtre. Le reflet de son visage dans la vitre sombre la regarda en retour, 34 ans, les yeux fatigués, les cheveux attachés avec le même élastique de toute la semaine. « Vous savez lire? Ou bien dans votre village reculé, il n'y avait pas d'école? » « Oui, Madame Dubois-Mercier, je sais lire. Je sais lire des bilans financiers, des contrats commerciaux, des traités de commerce internationaux et 142 pages de thèse universitaire que je n'ai jamais terminées, parce qu'un homme a décidé que mon cerveau lui appartenait sans me dire le prix, mais elle n'allait le dire à personne. Pas encore. Le lendemain matin, Clémence arriva au ciel étoilé à 11h, 1 heure avant son service. Madame Denise Fournier la vit entrer,
et lui fit signe de la tête vers le petit bureau qu'elle avait au fond de la cuisine. « Ferme la porte », lui dit-elle. Clémence ferma. Madame Denise Fournier était une femme de 60 et 1 ans, les hanches larges, la voix rauque de celle qui avait fumé pendant 20 ans avant d'arrêter net un jour sans explication. Elle était dans l'industrie de la restauration depuis 31 ans. Elle avait travaillé avec 4 chefs étoilés Michelin et en avait renvoyé 2 sans sourciller. Ce n'était pas le genre de femme qui tournait autour du pot. « Madame Dubois-Mercier a appelé ce matin, dit-elle. Clémence ne dit rien. Elle veut que tu ne sois pas en service quand ils reviendront. Ils ont une réservation pour vendredi. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Madame Denise Fournier s'appuya contre le bureau et croisa les bras. « Je lui ai dit que le personnel du restaurant n'était pas assigné selon les caprices des clients. Et j'ai raccroché. » Clémence la regarda. « Merci. Ne me remercie pas. Remercie-moi si ça ne se complique pas davantage. » Elle marqua une pause. « Sais-tu qui est le mari de cette femme ? Thibaut Dubois-Mercier, directeur général de Dubois-Mercier, associés importateurs de Vince. » Madame Denise Fournier fronça légèrement les sourcils, comme si le ton avec lequel Clémence avait dit cela la surprenait. « Exactement. Sans consulter, sans hésiter. Tu le connais ? Je connais l'entreprise. Ils ont des contacts à l'UMIH. S'ils le voulaient, ils pourraient causer des problèmes à cet endroit. Je sais. » Et Clémence leva les yeux. « Et vous leur avez déjà dit non ?» Madame Denise Fournier l'étudia un instant, puis acquiesça lentement comme quelqu'un qui prend une décision qu'il avait déjà prise, mais avait besoin de confirmation. « Va te changer. Il y a le service de midi. » Le vendredi arriva. Thibaut Dubois-Mercier vint seul cette fois, sans associé, sans Solange. Il s'assit à la même table du fond et demanda seulement une eau minérale en attendant. Clémence le servit avec le même protocole habituel, sans le reconnaître outre mesure, sans l'ignorer non plus. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-il quand elle vint retirer le verre. « Bien sûr, ce qui s'est passé l'autre jour. » Il marqua une pause. Il regardait la table, pas elle. Ce que ma mère a dit était très déplacé et je n'ai rien dit à ce moment-là, et c'était aussi mal. Clémence tenait le verre. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. »« Si, ça l'est. Vous êtes pardonné. Ce n'est pas moi qui ai besoin des excuses. » Elle le regarda une seconde. Juste une seconde. « Je sais, » dit-elle. Et elle partit. Thibaut resta assis, les yeux sur la fenêtre et la ville en toile de fond. 11 millions de personnes s'activant en dessous de lui et la sensation inconfortable que cette femme savait quelque chose qu'il ne savait pas encore. En cuisine, Madame Denise Fournier finissait de vérifier la commande du jour. Sans lever les yeux, elle dit « Le fils de Madame Dubois-Mercier t'a présenté ses excuses, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et qu'as-tu fait ?»« Je lui ai dit qu'il était pardonné. » Madame Denise Fournier fit claquer sa langue. « Ma fille, ce jeune homme ne te présentait pas des excuses. Il t'étudiait. » Clémence garda le silence et dit enfin « Et qu'il faut faire attention, les gens qui vous étudient en silence ont toujours un motif. » Clémence acquiesça, ramassa le plateau, sortit dans la salle, mais quelque part à l'intérieur, quelque chose qui sommeillait depuis longtemps s'était à peine déplacé, comme l'aiguille d'une boussole qui trouve enfin le nord. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore. C'était quelque chose de plus dangereux que ça. C'était de l'attention. Cette nuit-là, Solange Dubois-Mercier envoya un message au groupe WhatsApp « Cercle des épouses des dirigeants Dubois-Mercier ». 17 membres, toutes épouses ou compagnes des associés du groupe, avec une photo que quelqu'un avait prise au restaurant. La photo montrait Clémence de dos, avec son tablier noir et ses cheveux attachés, marchant vers la cuisine. La légende disait « C'est la serveuse qui a failli me gâcher le dîner. Quelqu'un sait comment on signale une employée comme ça ? Je demande pour une amie. » En 3 minutes, le message avait 12 cœurs et 4 réponses avec des émojis de rire. Clémence ne le sut pas cette nuit-là, mais quelqu'un dans ce groupe avait enregistré la capture d'écran, et cette personne n'était pas une amie de Solange. Qui a pris cette capture? Et pourquoi quelqu'un au sein du groupe de Solange voudrait-il protéger une serveuse qu'il n'a jamais vue? Ça, chère lectrice, c'est exactement ce qui va suivre. Clémence ne répondit pas à la vidéo, non pas qu'elle ne sût quoi dire, mais parce qu'elle avait appris, à coup d'épreuves et au fil des ans, que les personnes qui ont besoin d'humilier en public ont une faiblesse très spécifique. Elles ne savent pas quoi faire quand personne ne leur répond. Le silence les déstabilise plus que n'importe quelle querelle. Le samedi se leva couvert sur le 8e arrondissement. Clémence sortit du restaurant à 14h, après le service du déjeuner, les pieds endoloris et l'odeur de cuisine imprégnée dans ses cheveux. Elle ajusta mieux sa veste, traversa la rue La Boétie et prit la rue de Miromesnil en direction du métro. C'est alors qu'elle le vit. Thibaut Dubois-Mercier était appuyé sur le capot d'une Audi noire, à un demi-pâté de maison de l'entrée de service du restaurant. Il n'était pas au téléphone, ne regardait pas ailleurs, il regardait directement l'endroit où elle devait sortir, comme s'il savait exactement à quelle heure son service se terminait. Clémence ne ralentit pas,
ne changea pas de direction, elle marcha vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Vous m'attendiez » dit-elle. Quand elle fut à sa hauteur, Thibault se redressa de la voiture. De près, sans le costume de la soirée formelle, avec une veste sombre et les yeux un peu fatigués, il semblait plus jeune, ou peut être plus honnête. « Oui » dit-il, et il ne s'en excusa pas. Clémence le regarda. « Pourquoi » Il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit son téléphone. Il le déverrouilla. Il lui montra l'écran. C'était la capture d'écran du groupe WhatsApp. Le message de Solange, la photo de Clémence de dos, les 12 cœurs, les émojis de rire. « Comment avez-vous cela » demanda Clémence sans prendre le téléphone. « Quelqu'un du groupe me l'a envoyé. »« Qui » Cela n'a pas d'importance maintenant. Pour moi, si ça en a. Thibault baissa le téléphone, la regarda un instant comme pour évaluer ce qu'il devait lui dire. Quelqu'un qui est mal à l'aise depuis longtemps avec la façon dont ma mère agit. Il marqua une pause. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Clémence ne dit rien. Le vent fit bouger un papier sur le trottoir. Un chien aboya à 2 pâtés de maison de distance. « Que voulez-vous de moi » dit-elle enfin. « Rien. » Et il le dit d'une manière qui sonna juste. « Je voulais seulement que vous le sachiez pour que vous puissiez faire ce que vous jugerez nécessaire. » Et si je n'ai rien à faire, Thibault l'étudia avec ce même regard de la nuit au restaurant, comme si sous ce qu'elle disait, il y avait quelque chose de plus et qu'il tentait de le déchiffrer. « Alors, ne faites rien, » dit-il. Ils restèrent un moment en silence. La ville résonnait autour d'eux. Camions, klaxons lointains, le vent. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Clémence. « Oui. Depuis combien de temps gérez-vous l'entreprise de votre père ?» Thibault cligna des yeux. Ce n'était pas la question qu'il attendait. « 8 ans. Pourquoi ?» Clémence acquiesça lentement, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Pour rien. » dit-elle, et commença à marcher. Mademoiselle Dupont, elle s'arrêta. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Comment savez-vous mon nom de famille ?» Je l'ai demandé à la gérante. Madame Denise Fournier ne donne pas d'informations sur le personnel. Une seconde de silence. « Vous avez raison, » dit-il. « Le reçu de votre service me l'a dit. J'ai vu votre nom quand je suis allé payer. » Clémence se retourna très lentement. Elle le regarda dans les yeux. « Ce n'est pas vrai non plus, » dit-elle. Et elle est partie. Thibault resta près de Lodi, les mains dans les poches, la regardant tourner au coin de la rue de Miromesnil sans se retourner une seule fois. À l'intérieur de lui, quelque chose qu'il ne sut nommer commença à bouger avec un inconfort. Ce n'était pas de la culpabilité exactement, c'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance que cette femme savait des choses qu'il n'avait pas dites et qu'elle était parvenue à cette connaissance seule, sans aide, d'un endroit qu'il ne pouvait pas encore situer. Il monta en voiture. Avant de démarrer, il composa un numéro. « J'ai besoin que tu vérifies quelque chose », dit-il quand on répondit. Les contrats de constitution de l'entreprise, les originaux, ceux de 2006. De l'autre côté, une longue pause. « Tous, dit Thibault, et raccrocha. Mamie Simone apparut ce même après-midi au restaurant avec une boîte de riz au lait que personne ne lui avait demandé et que personne n'allait refuser de manger. Mamie Simone, nom réel, Simone Martin, 64 ans, originaire de Bretagne, cuisinière de la famille Dubois-Mercier depuis 31 ans. Elle ne travaillait pas au ciel étoilé, elle n'avait rien à y faire. Mais Madame Denise Fournier et elle se connaissaient du quartier de Saint-Ouen depuis le temps où elles vendaient toutes les deux des crêpes au marché aux puces. Et ce genre d'amitié n'a ni horaire ni juridiction. Elle entra par la porte de service, déposa la boîte sur le bureau de Madame Denise Fournier et resta debout en cuisine, les mains sur les hanches, observant tout avec les yeux de quelqu'un qui catalogue des informations. « Et, dit Madame Denise Fournier sans lever les yeux de l'inventaire, que Madame m'a envoyé demander si la serveuse qu'elle a humiliée mardi soir travaille toujours ici. C'est ce qu'elle a dit, la serveuse qu'elle a humiliée. Exactement comme si la jeune femme avait fait quelque chose de mal. » Madame Denise Fournier leva les yeux. « Et qu'est-ce que tu lui as dit, Mamie Simone ?» Elle ouvrit les bras avec une totale innocence. « Je lui ai dit que je ne savais rien, que je venais juste apporter du riz au lait. Que Dieu te bénisse, Simone. Moi, il me bénira parce que je ne mens pas. Je suis venu apporter du riz au lait. » Elle marqua une pause et baissa la voix. « Mais au passage, j'ai appris quelque chose que vous devriez savoir. » Madame Denise Fournier ferma l'inventaire. « Parle. » Madame Solange a appelé ce matin Monsieur Bernard de l'UMIH, le même qui l'année dernière a failli retirer la licence du Septime suite à une dénonciation anonyme qui s'est avérée être elle. Mamie Simone ouvrit de grands yeux pour insister. Elle lui a demandé de vérifier si le ciel étoilé avait toutes ses licences à jour. Silence. « Et nous les avons, » dit Madame Denise Fournier. « Moi, qu'est-ce que j'en sais? Je ne travaille pas ici. » Simone. « Oui, nous les avons, Denise. Sinon, je ne serais pas restée silencieuse. Le fait est que cette femme ne va pas en rester là, et la jeune femme ne sait pas dans quoi elle s'embarque. » Madame Denise Fournier regarda le mur un instant. «
Clémence en sait plus qu'il n'y paraît. Eh bien, qu'elle le prouve vite, dit mamie Simone, parce que madame Solange n'attend pas. Cette femme a la rancœur carburée à l'essence. Elle se servit une assiette de riz au lait, s'assit sur le petit tabouret du coin et commença à manger avec la même tranquillité que celle qui a accompli sa mission et se repose maintenant. Clémence apprit cette nuit-là, en route pour le métro, que madame Denise Fournier avait reçu un appel de l'UMIH. Il ne lui avait pas dit de qui venait la plainte. Il n'avait pas besoin de le lui dire. Elle s'assit dans le métro, sortit de la poche de son tablier, qu'elle portait encore parce qu'elle était partie rapidement, le billet de 5 € que Solange lui avait laissé la première nuit. Elle l'ouvrit, le plia, le rouvrit, 5 €. 4. 2 millions d'euros contre 5 €. C'était ce que cette femme pensait qu'elle valait. Clémence plia le billet avec soin, le remit dans sa poche et ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, le train arrivait déjà à Denfert-Rochereau. Elle avait une idée. Ce n'était pas encore un plan, c'était juste une direction, mais c'était suffisant pour cette nuit. Clémence a une direction. Thibault est en train de réviser les contrats originaux de l'entreprise et Solange vient de déclarer la guerre sans savoir que l'autre personne connaît déjà le champ de bataille. Ce qui arrive, chère lectrice, est exactement ce que vous attendiez. L'appel arriva le lundi à 10h du matin. Clémence était dans sa chambre, 8 carrés mètres dans le quartier de Belleville, loyer de 800 €, salle de bain partagée avec la dame d'en face, quand le numéro inconnu apparut sur l'écran. Elle le laissa sonner 3 fois, puis répondit « Mademoiselle Dupont ». La voix était masculine, administrative, du genre qui a appris à parler ainsi pour que personne ne demande pourquoi il avait autorité. « Je vous appelle de la part de la direction générale du groupe Ciel, restaurant Le Ciel étoilé. » « Oui, dit Clémence. La directrice des ressources humaines souhaite vous rencontrer aujourd'hui à midi, si possible. » Clémence regarda le plafond de sa chambre. Il y avait une tache d'humidité dans le coin droit, vaguement en forme de carte de France. « Oui, répéta-t-elle, j'y serai. » Elle raccrocha. Elle s'assit sur le bord du lit, elle compta jusqu'à 10, non pas par peur, mais parce qu'elle avait besoin de réfléchir avant d'agir. La directrice des ressources humaines du groupe Ciel s'appelait Mathilde Leroux, 48 ans, tailleur gris, cheveux courts, le genre de femme qui était arrivée là où elle était en travaillant 2 fois plus que ses collègues masculins et qui avait appris à faire les choses difficiles avec une efficacité chirurgicale pour ne pas avoir à les faire 2 fois. La réunion eut lieu dans une petite salle au 2e étage du siège, à 4 pâtés de maison du restaurant. De l'eau en bouteille sur la table, pas de tasse de café. Mauvais signe. Merci d'être venue, mademoiselle Dupont. Mathilde ouvrit un mince dossier. Nous devons parler d'un incident survenu le mardi 11 novembre pendant le service du dîner. Je comprends, dit Clémence. Nous avons reçu une plainte formelle de la part de madame Solange Dubois-Mercier. La dame allègue que vous avez eu un comportement inapproprié envers elle lors de sa visite au restaurant. Clémence cligna des yeux une seule fois. Quel type de comportement? La dame indique que vous l'avez contredite devant d'autres convives, que vous avez élevé la voix. Je n'ai pas élevé la voix, mademoiselle Leroux. S'il y a des enregistrements du service, vous pouvez les vérifier. Le restaurant a des caméras dans la salle. Mathilde baissa les yeux vers le dossier. Juste une seconde. Suffisant. Nous avons également reçu, continua-t-elle, une notification de révision de l'UMIH, une inspection des licences programmées pour jeudi prochain, liée à cette plainte. Pas nécessairement, ce n'est pas lié à cette plainte. Mathilde ferma le dossier. Ce que je dois vous communiquer, mademoiselle Dupont, c'est que l'entreprise envisage de vous muter à un autre service et à un autre poste du restaurant de manière temporaire, le temps que ces procédures administratives soient résolues. Clémence regarda la table. Mutation temporaire. C'était ce qu'il disait quand il ne pouvait pas virer quelqu'un sans motif valable, mais voulait que la personne parte d'elle-même par inconfort. Madame Denise Fournier est-elle au courant de cette réunion? Dit Clémence. Une pause. Madame Denise Fournier a été informée ce matin. Et qu'a-t-elle dit? Mathilde rouvrit le dossier comme s'il y avait quelque chose à y réviser, bien que Clémence eut la certitude qu'il n'y avait rien de nouveau à l'intérieur. Madame Fournier a exprimé son opinion sur l'affaire, dit-elle avec prudence. L'entreprise apprécie sa perspective et évalue tous les éléments disponibles, ce qui signifiait « Madame Denise Fournier a dit non ». On lui a dit que ça n'avait pas d'importance, et nous en sommes là. Clémence acquiesça très lentement. « Compris », dit-elle. « Avez-vous des questions ?» Une seule. Clémence joignit les mains sur la table. « Madame Dubois-Mercier a-t-elle déposé la plainte directement au siège ou l'a-t-elle déposée par l'intermédiaire d'un contact ?» Mathilde la regarda. « Ce n'est pas une information que je peux partager. Vous n'avez pas besoin de la partager. J'ai déjà la réponse. » Elle se leva, récupéra sa veste du dossier de la chaise. « Merci de votre temps, mademoiselle Leroux. » Elle sortit de la salle, descendit les escaliers et sortit dans la rue. Le soleil de novembre était pâle et froid,
de ce genre qui donne de la lumière sans donner de chaleur. Elle marcha un demi-pâté de maison. Alors elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 3 ans. Elle attendit 4 sonneries. « Allô ?» dit une voix de femme à l'autre bout. « Maître Rousseau, c'est Clémence Dupont. » Une pause. « Oui, la même. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent, mais ce n'est pas encore une urgence. » Maître Isabelle Rousseau avait son cabinet dans le quartier de Montparnasse, au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur, les murs remplis de livres empilés sans ordre apparent qui, en réalité, avaient un ordre très précis qu'elle seule connaissait. Elle avait été la professeure de Clémence au 4e semestre de sa licence, en droit commercial. La seule professeure que Clémence ait eue qui lui avait appris à lire un contrat, non pas comme un document légal, mais comme un champ de bataille. Elles se rencontrèrent à Cizé. Clémence lui raconta tout, sans dramatisation, avec des dates, des noms et des montants. Maître Rousseau écouta sans interrompre, les coudes sur le bureau et les doigts joints devant la bouche, dans cette posture qui lui était propre, quand elle traitait des informations à grande vitesse. Quand Clémence eut fini, la maître garda le silence pendant 10 secondes complètes. « Le contrat d'avenant que vous avez signé en 2006, dit-elle enfin. Vous en avez une copie? Vous n'avez pas non plus le contrat original de société? Grégoire avait les documents. Vous souvenez-vous devant quelle étude notariale il a été signé ?» Clémence ferma les yeux une seconde. « Étude notariale Maître Antoine Dupont-Leroy à Paris 8e. » Elle ouvrit les yeux. Je l'ai mémorisé parce que je trouvais curieux que le notaire ait une partie de mon propre nom de famille. Maître Rousseau la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration si elle ne l'avait pas si bien dissimulé. « Les registres notariaux sont publics, dit-elle. Avec le nom de l'étude et l'année, je peux demander une copie certifiée conforme de l'acte original. Si votre nom est apparu dans la première écriture et a été supprimé dans l'avenant sans votre consentement éclairé, il y a une cause de nullité. Combien de temps prend la procédure notariale? 2 semaines. Le processus légal, s'il y a résistance, peut prendre des mois. Je n'ai pas des mois. On me met la pression au travail en ce moment même. » Maître Rousseau tambourina des doigts sur le bureau. « Le fils de Madame Dubois-Mercier, Thibault. Croyez-vous qu'il sache ce que Grégoire a fait ?» Clémence pensa à lui, appuyée sur l'audit, à ses yeux qu'il étudiait, à l'appel qu'il avait fait concernant les contrats originaux de 2006. « Non, dit-elle. Je crois qu'il est en train de le découvrir. Et s'il le découvre avant nous, alors cela dépendra de ce qu'il fera, de ce qu'il trouvera. » La maître acquiesça lentement. « Entamez la procédure notariale cette semaine, dit Clémence. Je m'occupe du travail. » Comment? En tenant bon. Cette nuit-là, Madame Denise Fournier appela Clémence à 20 et 1. « Nous allons être inspectés jeudi, dit-elle sans préambule. Licence, conditions sanitaires, registre du personnel, tout. Nous sommes en règle, parfaitement en règle. Nous avons tout en ordre. Je fais ça depuis 31 ans. Je ne suis pas idiote. Je sais. Mais je veux que tu saches que si cela se complique davantage, l'entreprise va céder. Non pas parce que je le veux, mais parce qu'en haut, ils ont peur. » Clémence serra le téléphone. « Combien de temps me donnez-vous » Un silence. « Ce que tu peux, » dit Madame Denise Fournier et raccrocha. Clémence resta avec le téléphone à la main au milieu de sa chambre de 8 carrés mètres, regardant la tache d'humidité dans le coin du plafond. Forme de carte de France. Basse-Normandie par ici, Côte d'Azur par là. Combien de temps Madame Denise Fournier lui donnait-elle? Ce qu'elle pouvait. Combien n'était-ce? Elle ne le savait pas. Mais elle savait quelque chose que Solange Dubois-Mercier ne savait pas. Que ce même après-midi, à 15h40, Madame Denise Fournier était entrée dans la salle de sécurité du restaurant et avait revu les enregistrements des caméras de la salle du mardi 11 novembre et les avait sauvegardés sur une clé USB dans sa poche sans le dire à personne. Pas encore. Solange croit qu'elle a gagné. L'entreprise cède, le travail de Clémence est en suspens, mais il y a une clé USB dans la poche de Madame Denise Fournier, une procédure notariale lancée à l'étude notariale Maître Antoine Dupont-Leroy et un homme révisant des contrats de 2016 qu'il ne devrait pas réviser. Le piège que Solange a construit autour de Clémence a 3 portes qu'elle n'a pas vues. Papy Antoine Dupont, 84 ans, dormait dans une chambre qui sentait le vieux papier et les brioches de la boulangerie d'en face. La chambre mesurait 3 mètres sur 3. Elle avait un lit simple avec une couverture à fleurs bleues qui avait appartenu à la grand-mère de Clémence, une radio à transistor qui ne captait que 2 stations, une chaise en bois près de la fenêtre et une étagère avec 3 choses. Une bougie votive à la Vierge Marie, une photo encadrée de sa fille déjà décédée et un dictionnaire Larousse, édition de 1971, dont le dos avait été réparé 2 fois avec du ruban adhésif toilé. Clémence arriva le mercredi après-midi après son service du déjeuner avec un sac en plastique contenant 2 brioches de la boulangerie d'en face et 1 litre de lait entier. Elle frappa 3 fois.
Pause. Une fois de plus, c'était le code qu'ils avaient depuis qu'elle était enfant et qu'ils ne voulaient ouvrir la porte à personne d'autre. « Qui ?» dit la voix à l'intérieur. Rauque, lente, mais encore ferme. « C'est moi, papy. » Le verrou glissa. La porte s'ouvrit. Papy Antoine était en pantoufles et pull marron, ses cheveux blancs peignés sur le côté, avec cette propreté des vieux hommes qui se préparent seuls, même si personne ne va les voir. Il la regarda de haut en bas, comme pour vérifier un inventaire. « Tu es maigre », dit-il sans préambule. « Je suis pareil. Tu es maigre, entre. » Ils s'assirent à la petite table qui servait de salle à manger, de bureau et de tout le reste. Clémence servit le lait dans les 2 verres en émail qui pendaient au crochet près de l'évier, héritage également de leur passé, et déposa les brioches au centre. Papy Antoine mordit la sienne avec soin. Ses dents n'étaient plus toutes les siennes, mais il mâchait avec dignité. « Comment vas-tu au travail ?»« Bien », Clémence le regarda. Elle baissa les yeux vers la brioche, la coupa en 2 sans la manger. « J'ai eu un problème avec une cliente. »« Quel genre de problème ?»« Le genre que rencontrent les personnes qui croient que l'argent leur donne tous les droits. » Papy Antoine ne dit rien immédiatement. Il but une gorgée de lait, regarda par la fenêtre qui donnait sur le mur gris de l'immeuble d'en face et un bout de ciel plombé. « Elle t'a fait du mal. » Il essaya. « Et toi, j'ai tenu bon. » Silence. « Ça, je le sais déjà, » dit-il. « Je te demande comment tu vas. » Clémence leva les yeux. Papy Antoine la regardait avec ses yeux qui avaient trop vu pour continuer à s'étonner de quoi que ce soit, mais qui avaient encore la capacité de voir exactement ce que l'on ne voulait pas montrer. Elle serra la moitié de la brioche entre ses doigts. « Fatiguée, dit-elle. Pas du travail. » Tous 2 le savaient. Papy Antoine acquiesça lentement, tendit la main sur la table et la posa sur la sienne. Une grande main aux larges articulations avec les taches sombres de l'âge, qui avait autrefois porté des sacs au marché de Saint-Ouen et réparé des chaussures sur un stand aux puces de Clignancourt et avait tenu sa fille malade les derniers mois sans pouvoir la sauver malgré tout. « Ta mère aussi se fatiguait, dit-il, mais elle n'a jamais abandonné. » Clémence serra la main de son grand-père. Ne dit rien, ne le pouvait pas. Si elle ouvrait la bouche à ce moment-là, quelque chose qui lui avait coûté beaucoup de temps à maintenir unie allait se briser. « Tu te souviens ?» dit Papy Antoine après un moment. « Pourquoi je t'ai appelée Clémence ?» Elle acquiesça. Elle le savait depuis l'âge de 6 ans. « Pour Valentina Tereshkova », dit Papy Antoine, même s'il n'avait pas besoin de le lui dire. La première femme dans l'espace, fille d'un conducteur de tracteur et d'une tisseuse, couturière elle aussi auparavant. Il but une autre gorgée de lait. Personne ne lui a rien donné, rien du tout, et elle est allée plus loin que tous ceux qui pensaient qu'elle ne pouvait pas. Clémence ferma les yeux. « Papy » dit-elle à voix basse. « Tu savais que ces choses allaient m'arriver quand tu m'as donné ce nom. » Papy Antoine laissa échapper un petit rire sec, honnête, de ceux qui viennent sans qu'on les planifie. « Non, ma fille, je te l'ai donné pour te donner un exemple, pas une prophétie. » Clémence laissa échapper un son qui était à moitié un rire et à moitié autre chose. Elle s'essuya rapidement les yeux du revers de la main avant que Papy Antoine ne puisse bien le voir, mais il l'avait déjà vu. Il ne dit rien à ce sujet, mangea juste le reste de sa brioche et regarda la rue par la fenêtre. Avant de partir, Clémence lava les verres dans l'évier, plia le sac en plastique et le laissa dans le tiroir, où Papy Antoine gardait les sacs pour les réutiliser. Elle vérifia que le gaz était bien fermé, que la fenêtre était verrouillée, que le loquet de la porte répondait. Papy Antoine était assis sur sa chaise près de la fenêtre, avec le dictionnaire de 1960 et 11 ouvert sur les genoux. Bien que Clémence sût qu'il ne lisait pas, il le tenait juste. C'était ce qu'il faisait quand il voulait réfléchir. « Clémence !» dit-il sans se retourner. « Quoi, papy ?»« Ce qu'on t'a enlevé. » Une pause. « Cela n'a pas cessé d'être à toi parce qu'ils l'ont pris. » Elle s'arrêta à la porte. « Je sais. Tu le sais vraiment ou tu le dis ? » Une seconde. « Je le sais vraiment. » Papy Antoine acquiesça. Il tourna une page du dictionnaire. « Alors va. » Clémence descendit les escaliers du quartier, la main sur la rampe en fer peint en vert qui s'écaillait, et sortit dans la rue de Saint-Ouen, qui sentait les frites et l'huile de moteur et les fleurs que la dame du stand d'en face arrosait pour qu'elle ne se fane pas. Elle marcha vers le métro. Elle ne pleura pas, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut pas à compter jusqu'à 3 pour ne pas le faire. Elle n'en eut tout simplement pas besoin. Cette nuit-là, un message de maître Isabelle Rousseau arriva. 3 lignes. J'ai lancé la procédure auprès de l'étude notariale. Ils ont confirmé l'existence de l'instrument. Il y a quelque chose d'étrange dans la chaîne de signature de l'avenant. On en parle demain. Clémence lut le message 2 fois. Quelque chose d'étrange dans la chaîne de signature. Elle s'allongea sur le lit, regarda le plafond. La tache d'humidité en forme de carte de France était toujours là. Cette fois, au lieu de la voir comme quelque chose qui ne pouvait pas être réparé, elle la vit différemment,
comme un territoire qu'elle n'avait pas encore entièrement exploré. Maître Rousseau ouvrit l'enveloppe Kraft sur son bureau avec la même calme qu'un chirurgien ouvre un champ opératoire. À l'intérieur, il y avait 6 feuilles. Copie certifiée conforme de l'acte notarié numéro 4387 de l'étude notariale Maître Antoine Dupont-Leroy, alors à Paris 8e. Date 14 mars 2014. Constitution de société commerciale Dubois Mercier, associés importateurs de Vince, société anonyme à capital variable, et dans la clause 4e, à la page 7, avec encre et sceau notarial et tout, associée fondatrice, Madame Clémence Dupont. Participation 17% du capital social sous forme d'apport en connaissances stratégiques évalué à 714 000 €, conformément à l'évaluation technique jointe en annexe B. Clémence lut son propre nom 3 fois, non pas parce qu'elle ne le reconnaissait pas, mais parce qu'il y avait 8 ans que personne ne le lui montrait écrit dans un document qui valait quelque chose. « Vous y êtes » dit Maître Rousseau, en montrant la clause fondatrice avec apport évalué, avec annexe technique. Elle passa 3 pages. Maintenant, regardez ceci. L'avenant, 2 pages. Date, 19 septembre 2006. La signature de Clémence apparaissait sur la dernière page dans l'espace désigné comme « cédante ». Sous son nom, la mention « Je cède l'intégralité de mes droits sociaux à titre gratuit et sans condition ». « Je n'ai pas signé ça », dit Clémence. « Je sais. J'ai ma signature, maître. Je sais à quoi elle ressemble. Ce n'est pas ma signature. » Maître Rousseau acquiesça très lentement. « Je le soupçonnais depuis que vous m'avez parlé de la grippe. Personne avec 142 pages de thèse et 4 ans d'études ne signe un document de cession sans le lire 3 fois. » Elle posa son doigt sur la signature. « Ceci a été falsifié, et mal falsifié. De plus, regardez l'angle du B initial et la forme du D dans Dupont. Ils ne correspondent pas à la signature du contrat original qui, elle, est bien la vôtre. » Clémence regardait la page sans ciller. « C'est suffisant pour intenter une action en nullité pour falsification de signature ? Oui, pour gagner au tribunal, nous aurons besoin d'un expert graphologue. » Maître Rousseau rassembla les papiers. Mais il y a autre chose. Elle sortit une autre feuille. Celle-ci ne provenait pas du dossier notarial. C'était une impression récente avec l'entête du registre du commerce et des sociétés. Le notaire qui a authentifié l'avenant en 2006 n'est pas le même qui a constitué la société en 2014. Maître Antoine Dupont-Leroy était décédé en 2015. Pause. L'avenant a été authentifié par un notaire différent avec un sceau qui correspond à une étude notariale qui a été fermée pour irrégularité en 2017. Silence dans le cabinet. Dehors, le quartier Montparnasse poursuivait son mercredi sans rien savoir. « Alors » dit Clémence très lentement, « non seulement ils ont falsifié ma signature, mais ils ont aussi utilisé un notaire irrégulier pour lui donner une apparence légale. Ce qui signifie que ce n'était pas une erreur ni une négligence, c'était planifié. » Clémence pensa à Grégoire, à ses mains sur les documents, à sa voix lui disant « C'est un ajustement technique, mon amour, ne t'inquiète pas. » À la grippe qui lui avait duré 10 jours et qui était arrivée au pire moment possible et qui, maintenant qu'elle y pensait pour la première fois sous ces termes, était arrivée juste au moment où elle avait besoin de ne pas bien pouvoir lire. Grégoire aurait pu faire cela seul, dit Maître Rousseau. Elle la regarda. Avec les ressources de Grégoire Lefebvre en 2016, non. Une pause mesurée. Il avait besoin de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Quelqu'un qui avait accès aux documents originaux, qui savait quelle étude notariale utiliser, qui pouvait gérer l'opération de l'intérieur. Quelqu'un de la famille Dubois-Mercier ou quelqu'un de très proche d'elle. Les 2 femmes se regardèrent. Il n'était pas nécessaire de dire le nom. Clémence quitta le cabinet à 18, avec les copies certifiées dans son sac à dos, enveloppées dans un sac en plastique comme si c'était les courses. Maître Rousseau était resté pour passer des appels. Elle avait un collègue graphologue qui pouvait examiner les documents avant vendredi. Clémence marcha 3 pâtés de maison, tourna dans la rue Bonaparte, s'arrêta devant une petite épicerie et fit semblant de regarder son téléphone tout en traitant ce qu'elle venait d'entendre. Solange Dubois-Mercier le savait. Ce n'était pas seulement une femme arrogante qui humiliait les serveuses par sport. C'était quelqu'un qui avait participé, ou du moins avait été au courant, de la spoliation des droits de Clémence 8 ans auparavant. Et quand Clémence était apparue dans son monde dans ce restaurant, servant sa table, Solange l'avait reconnue. Elle devait l'avoir reconnue, d'où le doigt, d'où l'humiliation publique, excessive, inutile. Ce n'était pas du mépris de classe, c'était de la peur déguisée en mépris. Le téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle le laissa sonner 2 fois. 3, elle répondit « Mademoiselle Dupont ». Voix d'homme, ce n'était pas la même que celle de l'appel des ressources humaines. C'est Thibaut Dubois-Mercier. Clémence ne dit rien pendant une seconde. « Comment avez-vous ce numéro ?»« Madame Denise Fournier me l'a donné. »« Madame Denise Fournier.
Elle ne donne pas non plus d'informations sur le personnel. Cette fois, si. Une pause. J'ai besoin de vous voir ce soir, si possible. C'est important. Pour vous ou pour moi? Pour nous deux. Clémence regarda la rue. Un enfant passa en courant avec un ballon de football. Une dame sortit une poubelle. Le monde continua comme avant, complètement étranger. Ils se rencontrèrent dans un petit bistrot du quartier du canal Saint-Martin. De ceux qui ont des nappes en plastique fleuri et une télévision allumée, même si personne ne la regarde. Thibaut arriva sans son costume. Jean, veste en jean, visage d'homme qui n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours. Il commanda un café. Clémence demanda de l'eau. Il posa sur la table un mince dossier. Il y a 10 jours, j'ai demandé à mon avocat de réviser les contrats originaux de constitution de l'entreprise. Il ouvrit le dossier. Ceux de 2014, il montra la clause 4e. Votre nom y figure. Clémence regarda la feuille, son nom sur le document que Thibaut tenait, le même qu'elle avait reçu cet après-midi de l'étude notariale. Je sais, dit Thibaut. Il leva les yeux. Vous le saviez? Je l'ai su aujourd'hui. Il traita l'information. Comment? Procédure notariale. Je l'ai entamée la semaine dernière. Thibaut posa ses coudes sur la table et passa sa main dans ses cheveux. Une gesticulation d'homme qui recalcule beaucoup de choses en même temps. Clémence, dit-il. Et ce fut la première fois qu'il utilisa son prénom sans le « mademoiselle ». Je ne savais rien de tout ça, je vous le jure. Je ne vous ai pas demandé de le jurer, je sais, mais je veux que vous le sachiez. Il marqua une pause. Quand je suis entré dans l'entreprise en 2006, mon père était déjà malade. Ce fut une transition rapide. Les avocats m'ont présenté les documents tels quels et je les ai signés sans revoir l'histoire complète parce que je faisais confiance que tout allait bien. Oui, tout comme j'ai fait confiance à Grégoire. Thibaut ne répondit pas à cela car il n'y avait pas de réponse. Savez-vous qui d'autre était impliqué? Dit Clémence. Il la regarda. J'ai un soupçon. Moi aussi. Silence. La télévision du bistrot diffusait un match de football. Quelqu'un cria un but sur une chaîne. Si cela éclate au grand jour, dit Thibaut, l'entreprise aura des problèmes. L'entreprise a des problèmes depuis 2016, c'est juste que personne ne les a encore vus. Et vous, que voulez-vous? Clémence le regarda droit dans les yeux, ce qui a toujours été à moi. Elle ne le dit pas avec rage. Elle ne le dit pas avec des larmes. Elle le dit avec le même calme que l'on prononce son nom quand quelqu'un le dit mal. Thibaut acquiesça très lentement, comme quelqu'un qui vient de comprendre que la conversation qu'il pensait avoir était en réalité une conversation complètement différente. « Qu'avez-vous besoin de moi ?» dit-il. « Pour l'instant, rien. » Clémence ramassa son sac à dos. « Quand j'en aurai besoin, je vous le dirai. » Elle se leva. « Vous me faites confiance ?» dit Thibaut. Elle s'arrêta. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Pas encore, dit-elle, mais je suis attentive. » Et elle sortit dans la rue. Thibaut resta avec son café inachevé, et le dossier ouvert et la certitude inconfortable et nécessaire que cette femme portait depuis 8 ans, quelque chose que sa famille lui avait enlevé, et que ce qui allait venir ne serait ni rapide, ni facile, ni indolore, et que c'était la bonne chose à faire malgré tout. Cette nuit-là, Solange Dubois-Mercier reçut sur son téléphone une notification de sa banque. Quelqu'un avait demandé une consultation publique des registres commerciaux de Dubois-Mercier, associés. Elle lut la notification 2 fois. Elle resta avec le téléphone à la main dans le silence de sa chambre de 300 carrés mètres dans le 16e arrondissement, avec vue sur l'avenue Montaigne et les arbres de l'avenue en contrebas, éclairés par les réverbères. Elle composa un numéro. « Nous avons un problème » dit-elle, quand on répondit. « Je crois que la serveuse a trouvé quelque chose. » De l'autre côté, une voix que Clémence aurait reconnue immédiatement, la voix de Grégoire Lefebvre. La rencontre fut proposée par Solange. Un message arriva au restaurant, non pas sur le téléphone de Clémence, mais sur la ligne directe du ciel étoilé, comme si elle croyait encore pouvoir la gérer par l'intermédiaire de tiers, demandant à lui parler de manière privée et cordiale pour résoudre le malentendu. Madame Denise Fournier lui lut le message par téléphone avec le ton plat de celle qui lit un bon de commande. « Que lui dis-je ? Dites que oui, dit Clémence. Silence à l'autre bout. « Tu es sûr ? » « Complètement. » Elles se donnèrent rendez-vous le vendredi à 10 sept, dans un café du 16e arrondissement, le Parnasse, que Solange choisit elle-même. Un endroit avec des fauteuils en velours vert, des pâtisseries en vitrine et une musique de piano en fond. Le genre d'endroit où les gens parlent à voix basse parce que l'ambiance l'exige et personne n'élève la voix parce que l'élever serait vulgaire. Clémence arriva 5 minutes avant, commanda une eau minérale, attendit. Solange arriva à 10 Dix avec un manteau en cachemire gris perle et un sac différent de celui de la nuit au restaurant. Un sac Hermès Kelly, en cuir de veau noir, valant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle s'assit en face de Clémence sans la saluer, comme si l'acte de s'asseoir était déjà une courtoisie suffisante. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix qui ne montrait aucune gratitude.
mais savait qu'il fallait le dire. « Merci de l'invitation », dit Clémence. Solange commanda un thé au serveur sans le regarder. Puis elle croisa les mains sur la table et regarda Clémence avec cette expression d'évaluation permanente qui lui était propre. « Je veux que cela se résolve de manière civilisée », dit-elle. « Moi aussi. Ce qui s'est passé au restaurant était un moment de tension. Peut-être mes paroles n'étaient-elles pas les plus appropriées. » Clémence ne dit rien. Elle laissa le silence là, au centre de la table, comme un objet qu'aucune des deux n'avait posé, mais que toutes deux pouvaient voir. Solange ouvrit son sac, en sortit une enveloppe blanche, la posa sur la table, la faisant glisser vers Clémence avec la pointe de 2 doigts, comme quelqu'un qui ne veut pas toucher quelque chose qu'il considère en dessous de ses mains. « 100 000 €, dit-elle. Un chèque à votre nom, sans conditions écrites. Une pause calculée. J'ai juste besoin que vous compreniez que cela reste entre nous et qu'il n'y a rien d'autre à résoudre. » Clémence regarda l'enveloppe, ne la toucha pas. « Et la plainte auprès de l'UMIH, dit-elle. Elle peut être retirée. Et la pression sur les ressources humaines du groupe Ciel, un clin d'œil, à peine perceptible. Cela aussi peut être résolu. » Clémence acquiesça très lentement. « Pourquoi 100 000 ?» dit-elle. Solange fronça légèrement les sourcils. « Comment? Pourquoi cette somme spécifique et pas une autre? Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? C'est une somme généreuse pour une serveuse, dit Clémence. » Solange ne répondit pas. « Oh, continua Clémence, c'est un chiffre calculé pour être suffisamment grand pour que je dise oui, mais suffisamment petit pour que vous ne donniez pas l'impression d'avoir quelque chose à cacher. » Le silence dans le café était de velours, tout comme les fauteuils. Personne autour ne regardait. La musique de piano continuait. Solange ramassa l'enveloppe. « Je vois que vous n'êtes pas venu pour résoudre quoi que ce soit, » dit-elle. La voix avait changé de température. Elle n'était plus cordiale. C'était ce qui se cachait sous la cordialité. « Je suis venu écouter ce que vous aviez à me dire et je l'ai déjà entendu. » Elle se leva, ramassa son sac à dos. Solange la regarda depuis son fauteuil, les yeux mi-clos, faisant ce calcul rapide que font les personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. « Si vous croyez que vous avez quelque chose pour me nuire, » dit-elle en baissant la voix, « vous vous trompez. J'ai des avocats qui font ça depuis 30 ans. J'ai des contacts que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai Grégoire Lefebvre, » dit Clémence. Le nom tomba sur la table comme un verre qui se brise. Solange ne bougea pas, mais quelque chose derrière ses yeux se déplaça, quelque chose qui n'aurait pas dû se déplacer. « Je ne sais pas de quoi. »« Si, vous savez, » dit Clémence, sans rage, sans drame, avec la même voix qu'elle avait utilisée pour tout le reste. « Et maintenant, je sais aussi. » Elle sortit du café sur le trottoir de l'avenue Montaigne, le vent froid de novembre lui ébouriffant les cheveux, sortit son téléphone et composa un numéro. « Maître, » dit-elle quand on répondit, « nous avons déjà l'enregistrement de l'offre. Pause. Oui tout, chaque mot. » À l'intérieur du café, Solange Dubois-Mercier restait assise, l'enveloppe blanche à la main et la tasse de thé qu'elle n'avait jamais bu refroidissant devant elle. Son téléphone vibra. C'était Grégoire. Elle ne répondit pas. En haut, dans la salle de réunion, le vote fut unanime. 8 associés, 8 votes. Thibault fut le dernier à lever la main. Clémence le vit de l'autre côté de la table. Il la regarda. Ne sourit pas. Il acquiesça. C'était à peine suffisant. Clémence mit 3 semaines à démissionner du Ciel étoilé, non pas qu'elle ne pût partir plus tôt, mais parce que Madame Denise Fournier méritait un remplaçant bien formé. Et Clémence n'était pas le genre de personne qui quitte un endroit sans laisser les choses en ordre. Son dernier service fut un mardi, le même jour de la semaine où tout avait commencé. Madame Denise Fournier l'attendait en cuisine avec une boîte de riz au lait que personne ne lui avait demandé, mais que tout le monde allait apprécier. À côté de la boîte, une serviette pliée en 4 avec quelque chose d'écrit à l'intérieur, d'une écriture au stylo bleu, serrée et droite, comme presque plus personne n'écrit. Clémence la déplia. Il y était écrit « Les femmes qui tiennent bon sans se briser sont celles qui changent les choses. Prends bien soin de toi. » Et il n'y avait rien de plus. Madame Denise Fournier était déjà de dos, vérifiant l'inventaire du jour comme si rien ne s'était passé. Clémence plia la serviette, la mit dans la poche de sa veste à côté du billet de 5 €, les deux ensemble. Mamie Simone apparut 10 minutes plus tard avec une 3e boîte, celle-ci de quiche Lorraine, sans prévenir, sans que personne ne lui ait dit que c'était le dernier jour de Clémence. Et elle s'installa sur le petit tabouret de la cuisine, avec le naturel de celle qui entre dans cette maison depuis 30 et 1 an quand ça lui chante. « Et alors ?» dit-elle en déballant une quiche avec la concentration d'une chirurgienne. « Tu es déjà millionnaire ou tu es encore en démarche ?»« Encore en démarche, mamie Simone. »« Ma fille, les avocats facturent pour chaque démarche. Ça, je le sais bien. » Elle mordit la quiche. « Mais tu as gagné, n'est-ce pas ?»« Nous avons gagné. Nous avons gagné. » Mamie Simone leva un sourcil. « Moi, je n'ai rien fait. Vous avez apporté des informations quand nous en avions besoin et du riz au lait. Ça compte aussi. »
Mamie Simone mâcha avec dignité. « Bon, dit-elle. Alors quand tu t'installeras dans ton bureau d'associé millionnaire, tu m'enverras des quiches de temps en temps pour qu'on soit à égalité. » Clémence rit. Un rire vrai, de ceux qui sortent sans permission d'un endroit qui avait été fermé à clé pendant longtemps. Mamie Simone la regarda du coin de l'œil. Elle sourit aussi, mais rapidement, avant que quelqu'un ne puisse l'accuser d'être sentimentale. Cet après-midi-là, Clémence alla à Saint-Ouen. Papy Antoine était sur sa chaise près de la fenêtre avec le dictionnaire Larousse de 1960 et 11 ouvert sur les genoux. Cette fois, il lisait vraiment, ou du moins faisait le geste digne de celui qui lit, même si ses yeux n'étaient plus ceux d'antan. Clémence entra, posa sur la petite table 2 brioches et 1 litre de lait, comme d'habitude. Papy Antoine ferma le dictionnaire, la regarda. Il ne demanda pas comment ça s'était passé, il ne demanda pas ce qui s'était passé, il ne demanda rien, il la regarda juste avec ses yeux qui avaient trop vu pour continuer à se poser des questions inutiles. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que Clémence reconnut sans qu'il soit nécessaire de le lui expliquer. La fierté du silencieux, celle qui fait un peu mal, parce qu'elle vient de très profond. Ils s'assirent, servit le lait, partagea les brioches. « Papy, dit Clémence. Je vais chercher une chambre plus grande pour nous deux. » Papy Antoine prit son verre de lait. « Je n'ai pas besoin d'une grande chambre, dit-il. Ce n'est pas pour que vous en ayez besoin, c'est pour que vous en ayez envie. » Silence. Papy Antoine mordit la brioche, mâcha. Il regarda par la fenêtre le mur gris de l'immeuble d'en face et le morceau de ciel que l'on pouvait voir de là. « Une fenêtre qui donne sur la rue, dit-il enfin. Celle que vous voudrez. » Il acquiesça très lentement, comme celui qui accepte quelque chose qu'il attendait au fond de lui, mais ne voulait pas demander. « C'est bon, dit-il. » Et il continua à manger sa brioche comme s'il venait d'accepter une toute petite chose, alors qu'en réalité, il venait d'accepter tout ce qui comptait. Le processus légal prit 4 mois de plus. La participation fut restituée. La compensation pour 8 ans fut calculée, convenue et transférée en 2 paiements. La procédure pénale contre Grégoire Lefebvre pour falsification de documents commerciaux fut initiée par Maître Rousseau avec l'expertise graphologique comme preuve centrale. Solange Dubois-Mercier fut citée comme témoin. Ses avocats négocièrent pendant des semaines. Au final, elle déclara tout, non pas parce qu'elle s'était repentie, mais parce que ses avocats lui expliquèrent que c'était cela, ou faire face à des accusations de complicité et d'entrave. Et Solange Dubois-Mercier, contrairement à ce qu'elle pensait d'elle-même, n'était pas le genre de personne prête à aller en procès quand les probabilités étaient contre elle. Thibault assuma les coûts du processus au sein de l'entreprise. Il ne l'annonça pas. Il ne l'utilisa pas pour se faire bien voir de quiconque. Il le fit, tout simplement. Un mardi de mars, il envoya un message à Clémence. 3 lignes. Le processus est clos au registre du commerce. Votre nom figure dans les documents de l'entreprise comme il se doit. Quand vous voulez, il y a une chaise au conseil. Clémence lut le message 2 fois. Elle répondit en 4 mots. Merci. Je le sais déjà. Le bureau que Clémence loua se trouvait dans le quartier de Montparnasse, à 2 pâtés de maison du cabinet de Maître Rousseau. 2e étage, fenêtre donnant sur la rue, lumière naturelle jusqu'à 17. La même lumière qu'avait sa table préférée à la bibliothèque de la faculté d'économie de l'université Paris-Dauphine. Ce n'était pas une coïncidence. Elle posa 3 choses sur le bureau. Une bougie votive à la Vierge Marie, comme celle de Papy Antoine, parce que certaines choses se transmettent sans que personne ne vous dise que vous les avez héritées. Une petite plante qu'elle ne savait pas entretenir, mais elle allait apprendre. Et le billet de 5 €, plié en 4, encadré dans un cadre photo à 10 € du marché de Saint-Ouen. Il n'était pas là pour rappeler l'humiliation, il était là pour rappeler qu'on l'avait sous-estimé et que sous-estimer quelqu'un est toujours l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. Papy Antoine s'installa dans la nouvelle chambre un samedi d'avril avec une petite valise, la radio à transistor, la photo de sa fille, la bougie votive et le dictionnaire Larousse, édition de 1971. Avec le dos réparé 2 fois avec du ruban adhésif toilé. La fenêtre donnait sur la rue. Il s'assit près d'elle ce même après-midi, ouvrit le dictionnaire à une page au hasard et lut en silence pendant que le quartier en contrebas faisait son bruit habituel. Clémence le vit depuis la porte un instant, ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Certaines choses n'ont pas besoin de mots pour être complètes. Cette nuit-là, avant de dormir, Clémence sortit la serviette de Madame Denise Fournier de la poche de sa veste et la relut une fois de plus. Les femmes qui tiennent bon sans se briser sont celles qui changent les choses. Elle la plia avec soin, la mit à côté du billet de 5 € dans le cadre photo à 10 € du marché de Saint-Ouen. Elle éteignit la lumière et, pour la première fois en 8 ans, ne mit aucun temps à s'endormir. Fin.